Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un chanteur, musicien et entrepreneur d'origine caribéenne. Révélé au grand public en 1997, il s'est imposé comme l'artiste entier numéro 1. On le surnomme le roi caribéen du reggae dancehall. Son but, changer les mentalités concernant les jeunes issus du ghetto. Son message, égalité, respect, droiture et justice. Tes premiers pas, tes premières fois, tes premières larmes auprès de toi, ne t'inquiète pas, je serai là. Tes échecs et tes victoires, même dans le soir, dès que tu auras besoin de moi, je serai là. Je serai là. Je t'aime, papa. Une école porte aujourd'hui son nom aux Abîmes en Guadeloupe. Christy Campbell nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Notre invité de la semaine est Admiralty. Alors, bonjour Admiralty. Bonjour, Merci d'être avec nous aujourd'hui. c'est un plaisir. Alors, tu as 35 ans, tu es originaire de la Guadeloupe et de la Dominique. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc parce que tu es entrepreneur, tu es chanteur, musicien, producteur d'ailleurs. Et tu es jeune, mais tu as quand même plus de 20 ans de carrière à ton actif, donc avec 5 albums. Tu débutes dans la musique à l'âge de 12 ans. Donc, en fait, toi, ce que tu voulais, c'était de pouvoir donner notre image de la musique, donc donner notre vision des ghettos aux gens. Moi, pas de la musique, de mon quartier. De ton mon quartier, quartier, parce ouais, que ça. voilà, Ouais. c'était juste ça au début. J'avais envie de dire, il y avait une certaine discrimination par rapport à nous, tous ces gens qui venaient justement de ce quartier-là. Et donc, quand on parlait de nous dans les médias, enfin, bon, c'était toujours de manière très péjorative, quoi. Oui. Donc, j'avais juste envie de dire ce que j'avais envie d'exprimer, exprimer ce que j'avais envie de dire, quoi. Donc, c'est vrai que ça s'est fait petit à petit comme ça, dans les sound systems, etc. Et puis, de fil en aiguille, aujourd'hui, je suis là. Donc c'est le titre Guadada, donc qui t'ouvrira les portes du succès finalement. Qui me fera connaître ici, Oui, en métropole. en métropole. Mais sinon, le titre, je chantais beaucoup en sound system, mais le titre qui m'a fait connaître vraiment chez moi, c'est le titre Rapide. Oui, rapide, Voilà. oui, exactement. Et donc après, le Voilà. public s'est élargi à Voilà, Guadada. voilà. Donc en 2003, ton premier album Mosaïque Créole voit le jour et la mayonnaise a pris. Donc un an plus tard, tu réédites ton album chez Universal Music. Donc avec 5 inédits, et tu es d'ailleurs classé disque d'argent avec plus de 50 000 ventes. Ouais, il me c'est ça, semble. c'est ça. C'est ça. C'est ça. On aurait aimé faire plus, C'était déjà pas mal. mais c'était pas mal. Oui. C'était pas mal parce qu'en plus c'était mon premier album et puis c'est un album qui me tenait, comme tous les albums d'ailleurs, mais comme un premier album c'est assez spécial, c'est le début réellement de l'aventure en solo. Et donc c'est vrai que cet album-là, c'est Mosaïque Créole, et je pense que les gens, jusqu'à présent les gens m'en parlent. Oui. C'est un album qui a beaucoup touché les gens. Oui. C'est un album très éclectique. En fait, c'est l'album qui me présentait, Qui te présente. Admiralty, au grand public. Oui. Donc c'est vrai que c'est un album... voilà, je suis très fier de cet album-là et de comment, ça a pu, jusqu'à présent, cet album-là vit, quoi. Et donc, lorsque l'album Toucher l'horizon sort en 2006, il se classe numéro 9, Ouais. donc au top. Et de là, plusieurs collaborations ont lieu, donc Diams, Rof, Yavi Kassav aussi. Est-ce que tu as Exactement. réussi à garder les pieds sur terre? Oui, j'ai toujours considéré que tout ce qui m'arrivait dans la musique, c'est du bonus, quoi. Parce que je viens quand même d'un quartier très très modeste bon voilà, personne n'aurait imaginé que le petit Titi, comme on m'appelait là-bas, puisse faire ce qu'il a réalisé, ce qu'il a déjà réalisé, tu vois. Donc pour moi, c'est toujours du bonus, quoi. Donc je prends ça toujours avec... je me dis j'ai beaucoup de chance et je vis quelque chose de super beau et d'intéressant. Et pas que pour moi, je sais que ma famille aussi, ma famille est très fière, même les amis, les gens du quartier, ils sont très fiers, quoi.
Et d'ailleurs, il y a une école aux Abîmes qui porte ton nom, Chrissy Exactement. Campbell. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça doit être... C'est indescriptible. Oui. C'est vraiment indescriptible. Ça m'a... j'avais pas de mots. J'avais pas de mots parce que pour moi, l'école, j'ai toujours considéré que l'école, c'est quelque chose l'école, c'est l'éducation, c'est les enfants, c'est l'avenir, c'est tout, quoi. Donc, qui est mon nom sur une école, en plus une école élémentaire dans mon quartier, justement, qui était toujours mal vue, pour moi, c'est une grosse victoire, quoi. Et donc, tu as créé ton propre label, Elite Base, donc avec ta femme Jessica. Donc, c'est lorsque tu as sorti ton 5e album, I Am Christy, que tu as décidé justement de te lancer en indépendant, de prendre des risques. Voilà. Et justement, passer d'une major à un label indépendant, est-ce que c'est quelque chose de compliqué, qui te semble compliqué ou pas du tout? Bon, en fait, j'étais pas chez une major, j'ai toujours été chez Don Miguel, on était en licence. On avait signé une licence en 2004 chez Universal. On avait signé, je me souviens, on avait signé le 27 mai 2004. Je me souviens bien, parce que le 27 mai, c'est... Quelle mémoire! Oui, pourquoi? Enfin, j'ai une très mauvaise mémoire. Ceux qui me connaissent, ils savent. Mais je m'en souviens parce que le 27 mai, c'est le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Donc, pour moi, c'est une date qui veut dire quelque chose. Oui. Donc, quand Miguel il m'a appelé pour me dire « Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi », on était contents, quoi, parce que comme on voulait passer à... changer d'étape, changer de niveau et puis essayer d'aller plus loin, tu vois. Donc, je m'en souviens. Et non, j'ai toujours été en indépendant avec Don Miguel et ensuite moi, aujourd'hui, je suis en autoprod, mais ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, sauf que moi, maintenant, je suis en tant que producteur, donc je dois réfléchir en tant qu'artiste. Oui. Et après, c'est réfléchir en tant que producteur. Donc, quelle est la difficulté? Ben, la difficulté, c'est qu'il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper dans le sens où faut pas mélanger quand on compose. Je suis artiste, donc je fais la part des choses. En tant qu'artiste, je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais ma passion avec amour, le plus sincèrement que possible. Et après, on passe en tant que producteur. Parce que si je réfléchis en tant que producteur, si je réfléchis en tant que producteur, ma musique sera toujours un peu ouais, mais il faut que ça passe à la radio, il faut qu'il y ait tel format, ou bien que est-ce que ça va se... Non, quand on commence à trop réfléchir en tant qu'artiste, ça pollue un peu notre création, en fait. Alors, tu dénonces souvent la violence aux Antilles, donc au travers de ta musique, justement, tu prônes la non-violence et tu pousses les gens à régler les conflits par le dialogue. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans les violences qu'il y a aux Antilles actuellement et qu'il y a eu il y a plusieurs années? Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué? Bon, j'ai envie de dire, comme moi j'ai grandi dans un quartier difficile, donc pour moi, j'ai une autre vision des choses. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient un peu dans leur confort et qui pensaient que, tu sais, quand on pointait le doigt sur le ghetto, justement, on disait, ouais, la violence c'est là, c'est dans ce quartier-là, etc., etc. Moi, j'avais déjà une autre vision des choses, même si j'étais plus jeune. Mais il n'y a pas de vraie prise de conscience ou bien de volonté de changer les choses. Parce que s'il fallait changer les choses, ça passe par la politique, qu'on le veuille ou non. Parce que nous, artistes, on essaie de changer les choses à notre manière. Oui. Chacun doit porter sa pierre à l'édifice. Les parents aussi, parce que l'éducation, ça reste quand même primordial. Je pense qu'une solution serait déjà de parler de ce qui se passe, de ce qui se fait de bien. Oui. Les jeunes qui se donnent tous les jours, qui travaillent, qui essaient de comme on dit là-bas, porter une gamme. Oui. Ce serait bien de les mettre en avant aussi, quoi. Pour qu'ils soient considérés comme des exemples, comme des grands frères. Parce qu'à force de voir toujours les mêmes choses, violence, bien sûr que ça existe, mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc tout cela, c'est un engagement aussi de la part de tous. C'est pourquoi quand on me dit je suis un artiste engagé, j'ai envie de dire je suis engagé naturellement, quoi. Oui. On n'a pas le choix. On vit dans une société où ça va mal et on n'a pas le choix d'être engagé, quoi, de dire ce qu'on pense réellement, d'être sincère avec soi-même. Si on veut réellement changer les choses, au moins pour ses enfants, de toutes les façons, il faut dialoguer, il faut expliquer les choses. Et donc voilà, c'est à tous de porter sa pierre à l'édifice, quoi. Alors tu es aussi investi dans l'humanitaire, donc en plus de véhiculer une image positive à la jeunesse, tu t'impliques dans des causes nobles, donc notamment tu es parrain de la Fédération Autisme de Guadeloupe.
Oui, je me souviens plus en quelle année. Ouais, j'ai été pareil. Ouais. Tu as aussi soutenu l'association pour la drépanocytose, Oui. des actions comme ça. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ton leitmotiv? Ben pour moi c'est naturel en fait. J'ai été dans ce cas-là où dans mon quartier, on n'avait pas les moyens d'aller au cinéma, d'aller à la piscine, etc. etc. Et c'est grâce à des associations comme le CEP qu'on a pu aller au cinéma, aller à la piscine, enfin faire des activités qu'on n'avait pas les finances pour faire tout cela. Donc je sais ce que ça représente. Quand on a quelqu'un quand on a des associations, des bénévoles, des gens qui se donnent tous les jours pour les autres, quoi. Je sais que c'est très important. Alors, tu nous prépares un concert exceptionnel, donc le 15 avril 2017. Plus qu'exceptionnel. Oui, plus qu'exceptionnel, avec des effets spéciaux en plus, Voilà. et des mises en scène, etc. Voilà, voilà. Et en plus, un petit cadeau, donc ça sera pour toutes les personnes qui auront leur billet, elles pourront avoir ton album inédit. Voilà, voilà, exactement. Mais alors, dis-nous tout. On veut tout savoir. Déjà en achetant le ticket, le billet, voilà, donc les gens auront directement l'album aussi, puisque je prépare un album justement pour le 15 avril 2017. C'est à Bercy. C'est à Bercy, à l'hôtel Accor Arena, puisque il y a un nouveau nom, il faut dire le nouveau nom, Oui, mais c'est à Bercy pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je prépare après les 3 Bercy que j'ai pu faire, les Paris, Zénith de Paris, pardon. Les gens qui ont l'habitude de me voir sur scène, ils me font confiance, ils savent déjà que nous, avec mon équipe, on ne fait pas les choses à moitié, on fait vraiment des spectacles de qualité. Mais là, vraiment pour Bercy, on va mettre les bouchées doubles. Moi, je veux faire vraiment le spectacle de ma carrière. Show. Donc voilà, Bercy, ça va être quelque chose d'extraordinaire avec des invités, bien sûr, de marque. Oui. J'en dis pas plus, mais ça va. Tu ne peux pas les révéler pour l'instant. Alors, où on peut trouver les billets? Ben, les billets sont déjà disponibles en fait en vente dans tous les points de vente habituels. Donc à la Fnac, un peu partout, voilà. Sur internet aussi. Voilà, sur internet. En ligne. Voilà. C'est pratique ça. C'est génial. Très pratique. D'ailleurs, il y a toute l'actualité d'Admiralty sur ton Facebook officiel. Exactement. Facebook, Instagram, Snapchat. Je suis sur tous les réseaux pour garder un peu. Homme moderne. Voilà. J'ai fait beaucoup de progrès, on va dire. Merci beaucoup, Admiralty. C'est moi. Alors, Admiralty, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Ah bon? Ok. Tu as face à toi Liliane, ta mère. Elle a des questions à te poser. Ou alors, des comptes à régler. Des comptes à régler? Alors, Christy, tu es issue d'une famille nombreuse, donc de 10 enfants. Tu as vécu dans les bidonvilles. Quel était ton ressenti en tant qu'enfant? As-tu déjà eu des sentiments d'injustice ou autres? Des sentiments d'injustice, j'en ai eu beaucoup. D'ailleurs, c'est pourquoi je me suis que j'ai écrit mes premiers textes. C'est par rapport à justement ce sentiment d'injustice, de discrimination, parce que moi, comme j'ai grandi, comme tout le monde le sait, sur le ghetto de Boissard, donc c'est vrai que c'est ce qui m'a nourri et qui m'a permis d'écrire les textes que j'écris, que j'ai pu écrire auparavant aussi, et donc voilà quoi. Alors tes parents t'ont inculqué une éducation stricte et c'est grâce à eux que tu as des valeurs aujourd'hui. Alors ça n'a pas été facile pour toi, tu vivais dans un endroit où tu manquais d'électricité, d'eau, donc l'alcool et la drogue faisaient partie du quotidien. Est-ce que tu penses qu'à un moment ou à un autre, tu aurais pu devenir un délinquant? Je pense pas, puisqu'en fait avec mes parents, c'est pourquoi je remercie mes parents d'ailleurs. Et puis mes grands frères aussi, puisqu'on est 10.
Donc on est 7 frères et après sont arrivées les petites sœurs, les 3 petites sœurs. Donc moi je suis 4e, donc j'ai 3 grands frères. Et donc l'éducation de mes parents, mes grands frères, etc. Donc j'ai toujours été bien entouré, donc je pense que ça aurait été impossible. Et puis même si je m'étais écarté un peu de la bonne voie à un moment donné, je pense que mes frères, voilà, ils m'auraient dit quelque chose, bon voilà Titi là par contre, voilà quoi, ouais saisis-toi. Et je parle de mes parents, mais je peux parler aussi même ceux, mes amis qui vendaient de la drogue, etc. C'est ces mêmes amis-là qui te disaient non, faut pas rester là quoi. Faut pas rester là, on veut pas avoir de problème avec tes parents et de toutes les façons ça, ce qu'on fait nous, on sait que c'est pas bien, mais nous on a déjà pris le mauvais chemin, donc voilà, on fait pas ça pour vous, etc. Donc même ceux qui vendaient de la drogue, on les respectait quoi. Les parents avaient confiance en eux parce que on a grandi ensemble en fait. Donc je pense que non, encore une fois, j'étais bien entouré et j'ai eu cette chance là quoi. Alors tes parents t'ont toujours soutenu dans tes choix. Tu étais un élève brillant, tu as en poche un bac scientifique, donc tu aurais pu aller plus loin, faire d'autres choses. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des doutes ou jamais? J'ai jamais eu de doute, puisqu'en fait, depuis le lycée, j'ai commencé à chanter, j'étais au collège, mais ça a commencé à prendre de l'ampleur vraiment au lycée. Et donc j'allais au lycée, mais en même temps je devais aller chanter le samedi soir, etc. Et donc la musique avait vraiment pris le dessus. Et donc j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bac et avoir mon bac S pour mes parents, pour moi, mais surtout pour mes parents. Parce que j'étais le premier à avoir arrivé à ce niveau-là en termes d'études. Et donc c'était une certaine fierté. Mais la musique avait déjà pris le dessus. Et donc c'était tout à fait naturel que je continue sur cette voie-là en fait. Alors on dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme. Derrière Christy se cache Jessica, ta femme, ton manager, ton bras droit. Vous êtes mariés le 9 juillet 2005. Que représente le mariage pour toi, pour vous? Le mariage pour nous c'est important. C'est important parce que nous, on a eu nos enfants, nos jumeaux en 2005 et on s'est dit il faut qu'on se marie parce que on voulait que nos enfants qui grandissent déjà dans une famille unie et que ma femme qu'elle porte déjà mon nom, que les enfants ils n'aient pas trop de questions à se poser en fait, que pour eux que ça soit naturel. Mes parents sont mariés, ça représente pour les enfants, pour nous, ça représente un ciment. Tout le monde ne voit pas les choses pareilles, donc je respecte, mais pour nous, ça a été quelque chose de naturel, c'était une évidence. Alors tu as 3 enfants, Dylan, Lewis, Chelsea. Ta famille compte énormément pour toi. Ta femme, Jessica et toi êtes souvent sur les routes, pour les tournées, pour le business. Alors Lewis a révélé dernièrement qu'il ne souhaitait pas faire le même métier que toi, parce qu'il ne voulait pas être éloigné de sa famille. Est-ce que vous avez réalisé, Jessica et vous et toi, justement l'impact que cela pouvait avoir sur les enfants? Est-ce qu'on a réalisé? Mais bien sûr, puisque on est toujours en train de réfléchir. Tout ce qu'on fait, c'est par rapport aux enfants. Depuis qu'on a les enfants, avant de faire quelque chose, avant de se lancer dans sur un projet, on se dit bon, et les enfants, comment on fait? Est-ce que c'est bien pour les enfants? Les enfants sont au centre en fait de tous nos projets. Et donc Lewis, tu vois, Lewis il dit ça. Et je peux te dire qu'en fait, moi, ça fait quand même depuis quelques années, je ne fais plus de tournée, enfin je ne pars plus en tournée pendant des mois. J'ai très tôt compris que mes enfants ils grandissaient trop vite et que je ne les voyais pas assez quand je partais. Je partais faire une tournée 2 mois par exemple. Et quand je retournais, j'avais l'impression qu'ils avaient trop changé quoi. Et donc très rapidement je me suis dit non, je préfère à la limite
partir le week-end, faire une date, faire 2 dates, et puis retourner direct. On ne pourra pas revivre ça 2 fois, quoi. Donc il faut être là. Et quand on est là dans la maison, il faut pas juste être là, mais il faut être là avec eux et vivre des choses avec eux, quoi. Alors je sais que tu es impliqué dans la cause noire. Tu portes fièrement tes locks. Donc, comme plusieurs membres de ta famille d'ailleurs, certains de tes frères et sœurs. Alors c'est une coiffure qui date de l'Égypte antique, donc qui était portée par les membres de la famille royale, mais il peut aussi y avoir une dimension spirituelle. Je pense notamment à Haïlé Sélassié Ier. Qu'en est-il de ton côté? Moi, j'ai toujours fait des locks depuis petit. J'ai toujours été quelqu'un de... Comment dire? Pour moi, la beauté est subjective. Et même quand on me disait depuis petit, ouais, mais bon, t'as pas de beaux cheveux, parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Hein. Faut dire la vérité, c'est ce que les gens disaient, quoi. Quand tu as les cheveux crépus, on te disait t'as pas de beaux cheveux. Ou bien si, quand tu vois d'autres types de cheveux, on qualifiait ça de beaux cheveux. Or que pour moi, il n'y a pas d'histoire de beau ou pas beau. Mais chacun a sa beauté. Et moi, j'ai toujours trouvé que les cheveux crépus, déjà en termes esthétiques, c'était un cheveu qui avait du style, surtout quand on faisait les locks. Et donc, très jeune, je faisais toujours des locks le dimanche, le week-end. Sous le ghetto, on faisait toujours ça. On tournait nos cheveux avec du savon. Et puis, voilà, pendant le week-end, on avait des locks. Et puis, le lundi, on allait à l'école. Nos parents nous disaient, bon, voilà, coiffe-toi, bon, voilà, il faut aller à l'école. Alors, Admiralty, l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ou alors, de t'imposer un gage. Waouh, un gage. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Bon, le prochain invité, hein, tu vas interpréter la chanson Bankaka de DJ Arafat. Mais là, c'est pas facile en fait. Ah, Hein. il va souffrir, il va souffrir. Il a été gentil avec toi, Fabregas. Il savait pas que c'était toi. Eh ben, merci beaucoup. Vas-y. Bon courage. On est ensemble. Allez, minyamana na bakaka, allez, bakaka, allez, minyamana na bakaka, allez, bezanga, alors mabaga, allez, mabaga, allez. Non, là je crois que j'ai fait le DJ Lewis. Bravo, merci beaucoup. Non, y a pas de Écoute, ça problème. fait un plaisir de te recevoir. On se quitte sur un nouvel épisode dans tout cas. Et merci à toi. C'est moi, pas de problème. Miss Bois des Belles, regarde la teinture. Tu es black, les blacks qui dévorent. Quand on met ça, boum, la lumière disparaît. Dans nous là. Tu fais bien le travail, hein? Bien joli, bien sexy. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour Bois de Boulogne, non? Toi, tu crois que tu te fais maquiller par une vautour avec tes jambes comme ça? Boîte boulonnaise. C'est bien d'être boîte boulonnaise comme ça. Mais beaucoup plus de rouge. Ils aiment ça. Belle jambe. Moi, si j'étais une femme, j'allais être une pute. J'allais être légère. J'allais être vraiment légère. Toi, tu es so nice. Elle est so big. Ah, jolibilité. Comme ça, on aime. Indépigmenté. Donc toi là, tu connais même pas, tu n'achètes même pas lotion quoi. Tu sais même pas lotion de 10 €. Comment c'est? Tu es seulement naître, naturel, c'est ça. Faux cheveux, faux angles. T'es trop jolie. Ah, je vous laisse les filles. Travaillez bien. Toi, on se voit à Bois de Boulogne. Un rendez-vous à noter dans vos agendas le 15 avril 2017, un concert à Bercy à ne rater sous aucun prétexte. Retrouvez toute l'actualité d'Admiralty sur sa page Facebook officielle Admiralty. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.